Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Écologie, Vie, Nature et Entrepreneuriat. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on a la COP 15 et puis on va parler d'un ouvrage qui est vraiment, je viens de le finir, qui est vraiment remarquable et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Un livre de Jérôme Blanchet-Gravel qu'on a reçu ici il y a quelques temps sur son livre qu'il a écrit en 2015 mais qui est réactualisé, on va dire, Le retour du bon sauvage, la matrice religieuse de l'écologisme aux éditions Boréal. Vraiment, vous allez voir, son analyse est vraiment très subtile, très politique, mais avec une mise en perspective historique qui est intéressante. Alors, je voulais rappeler quand même que Jérôme Blanchet-Gravel était auteur, journaliste. Je l'avais appelé le Mathieu Bocoté du Mexico parce qu'il vit au Mexico, mais c'est quelqu'un de brillant, d'aussi brillant que Mathieu Bocoté, sauf que Mathieu Bocoté est en France, comme vous le savez. Il a, disons, fait plusieurs ouvrages. Dont on avait parlé d'un en particulier avec Christian Leray. C'était sur un des premiers livres collectifs sur la crise sanitaire et régime sanitariste, 2 ans de Covid-19, très complémentaire avec les émissions de André Pitre et de Ken Pereira ou sur le candidat de Gilbert. Mais c'était propre à cet ouvrage collectif qui était vraiment bien. Mais il y avait aussi un Québécois à Mexico, et puis différents articles aussi. Puis il y avait aussi un reportage, une sorte de documentaire. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler, on va parler donc de son livre sur le retour du bon sauvage, la matrice religieuse de l'écologie. Alors, bonjour Jérôme Blanchet-Gravel, merci de nous accueillir dans votre palais présidentiel. Merci à vous, merci pour l'invitation. Ah, écoutez, non, on a pris beaucoup de plaisir à lire votre livre. Alors, d'abord, je voulais un petit commentaire de votre part, puisque la COP 15 se passe à Montréal. Oui, oui. Peut-être que, vous savez que, j'ai lu un petit article dans Le Devoir de Relie de Langto, qui parle de la nature sous une cloche de verre. Et il parle de deux choses, la création d'un fonds pour garantir la biodiversité et d'un fonds bleu au Québec. Donc on sent quand même que tout ce que vous analysez dans votre livre, là on le vit dans une sorte d'actualité concrète là. Terre Oui, peut-être là-dessus? c'est ça, le livre a été publié en 2015 quand même, donc ça fait 7 ans. Le retour du bon C'était sauvage. fait hier. Pardon? On dirait que ça a été fait hier. Oui, oui, mais c'est ça, donc il y a une dimension un peu prémonitoire, donc sans vantardise, le livre est un peu d'avance, malheureusement, c'est-à-dire que j'aurais quand même préféré que mes prédictions, si on peut dire, ne se réalisent pas. Mais force est de constater que plusieurs se réalisent. Donc, le livre fait l'analyse de l'écologisme contemporain, parce qu'il y a eu plusieurs écologismes au pluriel dans l'histoire. Hein. L'écologisme naît finalement au 19e siècle, l'écologisme moderne, si on peut dire. Euh, donc, je mets l'accent sur deux composantes de l'écologisme contemporain. D'abord, sa composante apocalyptique, hein, donc sa tendance à prophétiser la fin du monde constamment, qui est vraiment qui est héritée de la tradition judéo-chrétienne, hein, axée sur l'Apocalypse de Jean, évidemment. Donc, on connaît le dernier livre de la Bible. Donc, cette tendance à prédire la fin des temps, c'est une tendance qui a traversé l'histoire humaine, mais en particulier l'histoire occidentale. Donc, c'est un trait de la mentalité occidentale qu'on récupère. Et plus que ça, on pourrait dire de la mentalité juive. C'est-à-dire, les Juifs inventent ça, l'Apocalypse, Massoménos, là, plus ou moins. Donc, les Juifs inventent cette idée-là, qui est récupérée un peu du zoroastrisme, l'ancienne religion de l'Iran. Donc, je fais un peu la généalogie de toutes ces idées-là. Il y a une dimension, c'est un livre qui est un peu en histoire des idées. Donc, on retrace l'origine de l'idée de l'apocalypse, hein, et finalement qui est récupérée par l'écologisme contemporain pour culminer aujourd'hui. Alors je rappelle quand même, Oui, excusez-moi, allez-y, pardon. mais juste terminer sur ma deuxième composante, j'en ai juste parlé d'une. La deuxième, c'est le néopaganisme, hein, c'est cette espèce de volonté de revaloriser les éléments naturels à travers une sorte de néo-chamanisme, une sorte de religion païenne qui vise à réintégrer l'homme dans son milieu naturel. C'est pas illégitime, mais de la manière que c'est mené, ça peut mener justement à des projets totalitaires
qui peuvent se concrétiser dans les prochaines années, malheureusement. Alors, justement, vous inquiétez pas, on va creuser la question. Vous allez voir que j'ai bien relu votre texte. Surtout là, j'ai trouvé que votre avant-propos était vraiment très solide. Ça permet bien d'avoir une démarche, enfin, une vision globale du phénomène. Je trouve ça vraiment très intéressant. Mais j'aimerais rappeler quand même que, et ça se sent dans votre écriture, vous avez un baccalauréat en sciences politiques et une maîtrise en sciences des religions de l'Université de Laval. Et vous avez complété une scolarité de doctorat en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Je ne sais pas si vous l'avez fini, mais en tout cas, on le voit dans votre culture scientifique, politique et religieuse. C'est vraiment intéressant. Alors, je vais revenir justement sur les deux approches que vous avez de l'écologie au départ dans l'introduction, mais j'aimerais juste souligner, vous dédicacez ce livre à un ami, Philippe Soro, 5 mars, et je voulais savoir quel était le pourquoi de cette dédicace. Et vous faites une citation d'André Malraux très intéressante. On connaît cette citation célèbre de Malraux, le 21e siècle sera religieux ou pas, ou ne sera pas, mais je trouve que vous avez su reprendre aussi, je pense que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qui est connue l'humanité, va être d'y intégrer les dieux. Je trouve que c'est un peu la même parallèle. Est-ce que vous pouvez juste expliquer pourquoi cette dédicace et pourquoi avoir choisi une phrase d'André Malraux? Ben, cette citation-là, c'est pour illustrer justement le caractère religieux de l'écologisme contemporain. Donc, on est devant un retour du religieux, pas nécessairement de la religion, qui est autre chose. La religion, c'est un peu le religieux sous sa forme institutionnelle. On est vers un retour du sacré. Ça a des avantages quand même, mais des inconvénients. Mais c'est pour que les gens comprennent bien que l'écologisme, son impulsion première est vraiment religieuse. Hein. Le sous-titre de l'ouvrage, la matrice religieuse de l'écologisme, mais vous l'avez dit, j'ai étudié en sciences des religions à la maîtrise, donc il y a beaucoup de parallèles religieux que je fais là. Mais je parlais de l'Apocalypse au début, donc pour moi, l'Apocalypse, c'est une idée juive, judéo-chrétienne ensuite, qui est récupérée par un mouvement qui se croit rationnel et qui se croit laïque, mais qui ne l'est pas vraiment. Euh, donc, Vous parlez, et pour la dédicace à mon ami Philippe Soro 5 mars, ben c'est parce que c'est un intellectuel de ma génération, c'est un ami avec qui j'avais beaucoup discuté de comment justement ça emmenait l'écologisme, comment il se présentait dans sa dimension idéologique et tout. Donc, c'est un clin d'œil que je lui fais parce que c'est le fruit quand même de plusieurs réflexions, de discussions qu'on a eues ensemble. vous commencez par, effectivement, vous l'avez souligné dans votre approche de elle, l'écologie est une science d'un côté et l'écologisme est une religion politique. Ça, c'est clair, vous posez bien les définitions et vous dites que l'écologie est l'étude des milieux naturels et des éléments qui les composent, alors que l'écologisme est une idéologie, voire une conception du monde dotée de son propre imaginaire. Ce livre n'entend pas remettre en cause le rôle fondamental de la science dans la préservation de l'environnement, mais c'est à partir des idées, d'où votre formation de sciences politiques, on voit bien. Vous analysez plutôt l'architecture de cette idéologie qui remonte aux années 70. Alors au niveau chronologique, on en reparlera, mais c'est vrai qu'on pourrait vous montrer qu'il y a certaines périodes qui sont plus précoces, on va voir, avec le nazisme par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous introduisez votre réflexion en disant que l'écologiste baigne dans une fascination pour l'autre. Et c'est aussi dans votre conclusion, vous l'expliquez très bien, cette attirance vers l'au-delà et vers l'autre, plutôt que vers soi-même. C'est-à-dire une sorte d'extériorisation de soi-même à travers la symbolique, bien sûr, de la culture judéo-chrétienne et de la civilisation occidentale. Et vous dites que si le modèle occidental est à l'origine de la crise écologique, la culture orientale est appelée à un renfort pour contrer la dégradation des écosystèmes. Hérité, alors là, vous faites un pas chronologique sur, disons, le courant romantiste qu'on connaît au XVIIIe ou XIXe siècle. Hérité de l'univers romantique européen, la figure du bon sauvage refait surface pour nous enseigner comment vivre. Et là, nous en France, on connaît la pensée de Rousseau, et le côté bon sauvage, mais même sans le connaître, c'est un peu comme Socrate, on le cite tout le temps, l'homme n'est bon et c'est la société qui le rend mauvais. C'est toujours comme ça qu'on parle de Rousseau en disant c'est le bon sauvage. Voilà. Alors là, vous dites qu'il y a une nostalgie des origines qui renoue nos sociétés, et c'est là-dessus que vous commencez votre réflexion. Pouvez-vous avoir un commentaire sur notre constat initial avant d'embarquer sur d'autres choses ?
Oui, c'est ça. L'écologie, oui, est une science. L'écologisme est une religion politique. C'est les premiers mots du livre. Donc, c'est un livre, oui, sur l'écologisme, mais aussi sur le multiculturalisme, hein. C'est-à-dire que euh, l'écologisme est à la fois très occidental et anti-occidental. Occidental dans sa dimension apocalyptique, donc très judéo-chrétienne. Donc, inconsciemment, l'écologisme est très chrétien et très juif. Justement dans sa prophétisation constante de la fin du monde, mais très occidentale parce qu'on accuse évidemment le modèle de développement occidental et la science elle-même d'être à l'origine de la dégradation de l'environnement. Et c'est vrai, le constat des écologistes est juste, c'est-à-dire que évidemment, c'est l'exploitation des ressources naturelles à travers le modèle capitaliste, évidemment, qui contribue grandement la dégradation de l'environnement. Ça, je pense que c'est quand même un fait. Après, le problème, c'est que remettre en cause l'entièreté du capitalisme nous mène vers un modèle plutôt autoritaire. Donc, comment on fait le défi? Comment on fait pour préserver l'environnement tout en préservant les libertés? Donc, ça, c'est comme le grand défi du 21e siècle, peut-être, là. Mais oui, la fascination pour l'autre, c'est-à-dire que ce rejet du modèle occidental mène à un rejet de l'homme blanc, si on peut dire. Donc, l'homme blanc, entre guillemets, non seulement accusé de racisme, mais maintenant accusé d'avoir détruit l'environnement. Donc, c'est les autres, donc c'est les autres cultures qui pourraient nous aider à préserver l'environnement, donc en renouant avec une autre conception du monde, celle des religions orientales, celle des Amérindiens. Donc, d'où évidemment toute la mode autour des Amérindiens actuellement. Tout ce courant décolonial vise finalement à désoccidentaliser l'Occident pour à des fins environnementalistes, là. Tu sais, c'est-à-dire il faudrait nous désoccidentaliser pour préserver l'environnement. En gros, mais encore là, ça pose plusieurs questions très importantes, là. Alors, ça fait référence justement à l'interview que j'ai eue avec William Goldanel, manuel de résistance aux fascistes d'extrême gauche, qui est vraiment le cœur justement de cette haine du blanc. Et vraiment, vous illustrez bien cette réflexion, alors que son livre est plus récent, mais vous l'avez fait Et puis surtout, derrière, le choc des civilisations de Samuel Huntington. Alors, je vous explique pourquoi je cite ce livre, enfin, je le montre puisque je l'ai avec moi. C'est parce que j'ai trouvé que votre réflexion était vraiment très intéressante. Vous avez une analyse tout à fait intéressante, et ça m'a fait penser aux écrits d'Henri Bergson, mais surtout de Karl Popper. J'ai ici La société ouverte et ses ennemis, le tome 1 sur l'ascendant de Platon et le tome 2 Hegel et Marx, où bien sûr il y a une société ouverte et ses ennemis, plaidoyer pour la démocratie face à la société close et immuable à base de tribalisme et de magie. Et je trouve ça très intéressant parce que vous avez su en utiliser le mot d'imaginaire, mais aussi de réenchantement, et on va voir pourquoi, puisque on va mais vous dites que l'écologie tend la main au peuple authentique afin qu'il nous transmette une sagesse première capable de nous aider à faire face aux défis environnementaux. Mais il y a un retour au tribalisme, il y a un retour au communautaire, justement, vous le citez bien, dans cette extériorité et dans une sorte de recherche de solutions miracles à l'extérieur de nous-mêmes, de la civilisation occidentale qui domine le monde depuis plusieurs siècles quand même. Et vous dites que les sociétés traditionnelles devraient nous servir d'exemple pour nous aider à remplacer le libéralisme économique. Alors, il y a aussi bien sûr la Constitution de la liberté de Frédéric Hayek. Et là, vous embarquez effectivement dans un modèle judéo-chrétien qui est le paradis perdu. Et ça, vous dites le jardin d'Éden, et bien sûr, le nouvel Adam, nouvelle Ève. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est tout à fait le projet socialiste ou du communisme. C'est un projet, disons, sans Dieu, on va dire entre guillemets. Disons comme vous dites, c'est la nature qui redevient Dieu, mais c'est le retour à l'animisme. Tout à fait, oui. Et alors, justement, donc là, vous constatez, vous faites un constat important, c'est qu'il y a quand même un environnement chrétien, donc ce que vous appelez le modèle judéo-chrétien, qui baigne et qui marque un peu ce courant écologique dans ses racines. C'est ça. Donc, encore une fois, la volonté de réenchantement du monde, hein, c'est-à-dire un retour du sacré pour
tempérer, du moins, ou mettre fin au modèle technologique d'exploitation de la nature. Le problème, c'est que la religion, quand le religieux, plutôt, évidemment, on connaît ses impacts. À partir du moment où on tombe dans la religiosité, on n'est plus dans le rationnel et donc ça nous entraîne dans des idéologies qui peuvent mettre en péril, encore là, la société rationnelle, libérale, démocratique. Donc, à partir du moment où on fait l'éloge d'un modèle spirituel, c'est sûr que là, on tombe dans quelque chose d'autre, là. Donc, on n'est plus dans la science. Donc, il y a une écologie, comme je vous dis, qui se penche sérieusement sur l'écologie, se penche sur les mécanismes qui mènent à la dégradation de la nature, puis comment on pourrait faire pour les technologies vertes, comment on peut faire pour avoir préservé notre environnement comme humain, mais il y a un autre écologisme qui, lui, vise vraiment à abattre la civilisation occidentale pour implanter un modèle qui va mener à un désastre. Un désastre parce qu'un modèle complètement irrationnel, et là, on passe au contrôle social qui a été amené par le sanitarisme, par la pandémie. Donc, on tombe dans une idéologie qui est irrationnelle, qui est limite superstitieuse et qui va nuire évidemment au développement et à l'épanouissement de l'humanité. Alors, votre analyse est très intéressante là, sur ce point, effectivement, et je reprends vos propos. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi une sorte de culpabilité. On a vu ça dans les valeurs d'Obama, par exemple, ou de Biden, analysées par Guy Millière dans ses différents ouvrages sur disons, on va dire la théologie ou l'idéologie, disons, des démocrates aujourd'hui, qui a émergé vers l'extrême gauche, comme on l'a vu avec Gilles William Goldanel. Mais vous vous rappelez quand même que le 19e siècle et le 20e siècle, quand même, ont été la création d'idéologies totalitaires qui sont l'expression justement de ce que vous appelez une sorte d'anti-humanisme qui est, comme vous venez de le dire, les conséquences extrêmes de l'écologisme par rapport à l'écologie qui est une science et qui veut effectivement essayer de trouver des solutions concrètes et réalistes aux enjeux environnementaux. D'ailleurs, vous rappelez constamment que vous ne rejetez pas cette dimension, cette problématique. Il y a effectivement des enjeux autour de la gestion des déchets. On a vu comment les océans sont pollués. On a reçu ici 100 tonnes, enfin des associations. C'est un travail. Mais alors, par exemple, il faut rappeler quand même que le XXe siècle, ça a commencé au Xe, il y a Lénine, que faire du communisme avant Staline, Mussolini, le fascisme italien, Mao en Chine, le national-socialisme avec Hitler, et l'islam politique qui aboutit à une confusion entre on va dire le césaropapisme, c'est-à-dire la confusion entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, avec l'islam politique qui est dénoncé malheureusement. Bon. Alors, vous revenez bien sûr avec les conséquences dramatiques qui ont été la Shoah, mais enfin, le 19e, 20e siècle, on parle de plusieurs centaines de millions de morts quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a eu c'est peut-être ce que vous analysez, c'est que cet anti-humanisme, c'est aussi un doute. Parce que vu les différents régimes totalitaires, autoritaires qui ont émergé en à peine 2 siècles dans l'histoire de l'humanité, on peut effectivement avoir, et vous parlez après, on verra après du film Titanic et d'Avatar, on peut constater, et vous le constatez vous-même dans votre réflexion, qu'il peut y avoir un doute sur les valeurs du progrès dans la valeur occidentale, qui entraîne justement... Alors là, j'aimerais bien que vous ayez une explication, parce que vous dites que l'Occident et son rapport à l'autre en termes d'exclusion, et ça c'est intéressant, j'aimerais que vous creusiez un peu, bien sûr parce que vous parlez des épurations ethniques, de la déportation de populations qui ont suivi la mise en branle de divers projets politiques autoritaires ou totalitaires. Enfin, je viens d'énumérer quelques idéologies, mais vous analysez d'une façon vraiment intéressante qu'il y a eu une sorte de traumatisme. La civilisation occidentale demeure traumatisée par son arrogance envers des cultures étrangères. Et c'est peut-être la conséquence d'un retour de balançoire vers le plus nature, qui a abouti à une sorte disons de totalitarisme dans certains cas. On le voit dans la pensée. Alors, on reviendra après sur les différents courants écologiques, mais j'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus, sur cet anti-humanisme
qui est revenu suite à ces différents régimes qui ont émergé au 19e, 20e siècle, quoi. Oui, mais comme je le dis, comme je disais tantôt, c'est l'écologisme et le multiculturalisme font alliance dans la mesure où les deux sont basés sur le rejet de la civilisation occidentale et donc la figure de l'homme blanc. Donc, évidemment, la culpabilité occidentale qui est née en grande partie, oui, de la Shoah, de la Deuxième Guerre mondiale, d'autres génocides ou quasi-génocides. La conquête de l'Amérique aussi, qui est une sorte qui nous, à laquelle qu'on on cherche à réparer la conquête de l'Amérique, en quelque sorte, à travers tout le courant décolonial, la revalorisation des Autochtones, donc évidemment le génocide des Autochtones, mais ça, ça fait pas l'unanimité non plus. Il faut se remettre aussi à l'époque. Donc, le génocide des Autochtones au Mexique, bon, c'est très relatif, là, dans le sens où 90% de la population mexicaine est encore d'origine autochtone. Donc, le génocide, évidemment, on n'a pas réussi l'extinction, là, l'extermination n'est du moins pas réussi. Donc oui, l'homme blanc qui se sent coupable d'avoir été raciste, d'être encore raciste peut-être, et d'avoir en plus maintenant détruit l'environnement. Donc c'est cette double culpabilité nous mène finalement au wokisme, qui est une espèce d'amalgame de tous ces courants-là. Donc le multiculturalisme qui est devenu récemment le décolonialisme, c'est cet écologisme contemporain. Mêlé à quoi d'autre? Évidemment, au féminisme, mêlé au sanitarisme aussi, maintenant qui s'est agrégé, si je peux dire, qui s'est ajouté au wokisme. Donc, le wokisme, c'est un peu le mélange de tout ça. Mais ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un écologiste qui, oui, a son versant spirituel, religieux, mais qui veut quand même profiter de l'infrastructure digitale et numérique pour mettre en place des contrôles qui sont basés sur une conception quand même très, très prométhéenne, très technicienne là, de la société. Donc, il y a un clash. D'un côté, vous avez un écologisme très religieux, retour à la terre, mais là, maintenant, vous avez un écologisme aussi très, très technicien, très techno. Donc, une espèce de techno-totalitarisme écologiste qui est prôné notamment par Davos, etc. Donc, il y a divers branches. Et là, on probablement créé une sorte de mélange. Encore une fois, il se crée des synthèses, des espèces de syncrétisme de ces mouvements-là. Mais l'écologisme n'est pas non plus univoque, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs branches, puis ça fait ça fait une recette. Il y a plusieurs ingrédients. Toutes les idéologies, c'est comme des recettes. C'est-à-dire, il y a plein d'ingrédients, vous mettez ça ensemble, ça fait le nazisme, ça fait telle chose, ça fait l'écologisme, mais telle branche. Enfin, donc j'analyse un peu tout ça dans ce livre-là qui, je le rappelle, remonte quand même en 2015. Ouais. Ouais, mais je trouve que c'est comme s'il était sorti aujourd'hui, là, vraiment, vous êtes vraiment dans l'actualité. Alors, je rappelle que Mathieu Bock-Côté a écrit Le multiculturalisme comme religion politique, La révolution racialiste, qui est au cœur aussi de votre réflexion, L'empire du politiquement correct, mais je crois qu'il a dû s'inspirer un peu de vous, parce que vous l'avez sorti en 2015, effectivement, mais bon. Alors, vous avez aussi, on poursuit cette analyse, enfin je poursuis à travers. Effectivement, vous citez tous les courants qui sont les conséquences de cette dérive de l'écologisme. Donc vous dites, bon, effectivement, vous venez de le dire, le wokisme, le multiculturalisme, la sacralisation des représentations communautés culturelles. Il y a aussi une vision paradoxalement du retour à la religion. Mais enfin, on sent qu'il émerge une sorte de dialogue, mais c'est pas nouveau comme problématique, mais entre la foi et la raison, enfin on va dire ça. Et alors que Karl Popper, justement, dans ses écrits sur la science, par exemple, dit que le côté religieux, spirituel, vient compléter l'approche rationnelle, puisque souvent, pour dépasser les limites, il faut avoir une certaine croyance pour pouvoir dire non, quoi. Et puis, alors. Vous dites que le code donc, contient une part d'irrationnel, et vous parlez d'un ouvrage important de Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde,
que j'ai là aussi, et vraiment je vous conseille aussi une histoire politique de la religion. Là, il est clair que, et dans l'esprit de la société ouverte et ses ennemis, que ce retour à l'enchantement du monde est une sorte qui est lié justement à ce que vous dites là, d'une sorte de culpabilité qu'on retrouve dans ce courant écologiste. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous analysez, vous dites que c'est vers l'Orient qu'on se tourne. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un peu 2 minutes là-dessus. Vous dites que c'est pour compenser l'héritage judéo-chrétien gréco-romain dans lequel, disons, les racines de la civilisation occidentale et judéo-chrétienne se trouvent, on s'oriente vers l'Orient et vous constatez effectivement que l'hindouisme, l'Inde, enfin la Chine, enfin l'Asie, et puis les différentes philosophies qu'on retrouve dans ces pays-là viennent compenser, en particulier bien sûr l'islam, et puis vient compenser ou en tout cas vient compléter. Disons que vous avez une sorte de réflexion là-dessus, en essayant, vous dites, en insistant sur l'urgence d'agir, l'écologiste réactive un vieil imaginaire religieux au sein duquel une épreuve précède toujours une intervention surnaturelle, pourtant se solder par un miracle politique. Alors bien sûr, on pense chez nous à Jésus, et puis ces miracles, mais là, vous parlez justement dans ce retour à l'enchantement du monde, à l'animisme, à ces religions un peu, vous parlez du zen, par exemple, du mouvement zen, une sorte d'harmonie avec la nature, qu'on retrouve dans l'animisme, par exemple, africain, etc. Mais toujours vers l'extérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire, alors que nous, on est... La philosophie occidentale s'est bâtie sur la liberté individuelle, la conscience individuelle, l'existence d'une personnalité avec cette volonté de développer sa personnalité, ses projets, etc. Là, on vient revenir dans des philosophies ou des spiritualités où c'est plutôt le groupe qui est plus important, le communautaire. Là, je pense que ça fait partie de ce que vous appelez le néopaganisme. C'est vraiment une réflexion importante dans votre livre. Oui, oui, c'est ça. Donc, encore une fois, chercher la solution à l'extérieur de l'Occident, puisque l'Occident est la cause. Donc, si l'Occident est la cause de la crise écologique, évidemment, la solution ne sera pas occidentale. Mais encore une fois, quand je regarde l'évolution récente de l'écologisme, on voit que c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça dans le concret parce que on va se servir des contrôles digitaux, puis de la technologie reconnaissance faciale, tout ça. En tout cas, certains vont commencer à le prôner, là. Des écologistes vont commencer à prôner l'application du modèle chinois dans un registre écologique, là. Ça, c'est sûr, c'est ce que la pandémie a préparé. Donc, on a préparé l'idée, on a amené l'idée d'un monde fini où les ressources sont limitées, ce qui est vrai aussi d'une certaine façon. Les ressources ne sont pas infinies, mais là, on veut comme politiser cette réalité-là, là. Donc, on crée graduellement un monde de rationnement qui va se mettre en place grâce à des politiques, des contrôles, puis c'est ça, des espèces de checkpoints dans tous les aspects de notre vie. Mais c'est pas encore fait, là. Il y a un combat quand même qui commence, mais c'est ça, là, quant au néopaganisme, ben c'est ça. En même temps, les Occidentaux peuvent se retourner vers une très vieille tradition qui est la leur aussi, le paganisme, avant le christianisme. Donc là, on tombe dans un courant intellectuel anti-chrétien, donc qui est très populaire chez l'extrême droite et même chez les nazis, là. Donc là, il faut être conscient un peu de ça aussi. Donc, les courants en Occident qui ont rejeté le christianisme parce que trop juif, finalement. Donc, on peut se retourner vers je sais pas, les Irlandais vers la culture celtique, les Français vers les Gaulois. Donc, il y a moyen quand même de revenir avant le christianisme, mais là, on tombe dans quelque chose d'autre aussi, là. Vous voyez à quel point c'est un univers quand même très complexe, à la fois riche intellectuellement, mais très, c'est assez coloré, là. Oui, vous dites en fait d'ailleurs, il conviendrait de renouer avec une spiritualité antérieure à la christianisation de l'Europe, effectivement. Moi, je suis d'origine bretonne, donc je connais bien
toute la tradition celtique avec la quête du Graal et puis les chevaliers du roi Arthur, etc. Mais on retrouve les mêmes chez les Iroquois, par exemple, avec un rapport assez anarchiste au pouvoir, par exemple, parce que la table ronde est une symbolique de l'égalité dans une société. Dans le système fédéral allemand qu'on retrouve chez les Indiens en Amérique, etc. Bon. Donc effectivement, vous avez raison, chaque culture a sa tradition, mais il y a une aversion profonde envers les racines chrétiennes de l'Occident qui constitue l'une des principales caractéristiques de certains mouvements d'extrême droite. Alors, avant d'embarquer sur le nazisme, parce que c'est effectivement très judicieux dans votre approche, vous parlez du livre que j'ai là, de Luc Ferry, Le Nouvel Ordre écologique, L'arbre, l'animal et l'homme, où ça analyse c'est que la culture qui était au centre, donc l'individu, de la réflexion et du progrès depuis, on va dire, plusieurs milliers d'années. Solzhenitsyn, d'ailleurs, disait que l'homme a passé ces dernières milliers d'années à se détacher de lui-même, parce que tout l'enjeu depuis le 19e siècle, c'est la technique, c'est justement, vous en parliez tout à l'heure, à juste titre, l'homme a créé la technique pour pouvoir gérer son rapport à l'autre, quoi. Mais là, Luc Ferry donc, parle de 3 mouvements intéressants, le mouvement environnementaliste, le mouvement utilitariste et le 3e mouvement qu'il attribue à des droits naturels, y compris sous ses formes non animales. Voilà. Mais vous en profitez pour avoir une analyse intéressante sur 2 mouvements que vous avez identifiés. Donc le premier est anthropocentriste, vous dites, et le deuxième était écocentriste. Alors, pouvez-vous nous ramener là, parce que c'est là que vous faites le lien avec le nazisme, le national-socialisme, qui revient vers la nature, puisque les premiers parcs naturels ont été inventés par Hitler, soi-disant, enfin, il semble. Comment vous arrivez justement à... Enfin, on l'a bien compris, mais c'est intéressant de voir comment ce retour au paganisme dans la théorie ou la philosophie nazie. Par exemple, on a vu Le Soleil Noir, qui est un film qui a été tiré, une sorte de documentaire pour expliquer le signe des SS, qui était donc attaché au soleil noir de la philosophie dans un château avec une sorte de rituel, disons, où il y avait même des mariages, enfin, etc. Qu'on compare aussi d'ailleurs au soleil rouge des Japonais, mais je trouvais intéressant cette philosophie qu'on retrouve on retrouve ça en Bretagne d'ailleurs, dans Wagner, qui reprend cette mythologie wagnérienne dans ses opéras, cette ancrage dans cette paganisme, cette tradition, comme vous le disiez tout à l'heure, très intéressante, qu'on retrouve dans la tradition germanique et nordique. Oui, ben c'est ça, c'est-à-dire que si avant la valeur suprême c'était l'homme et maintenant c'est la nature, ben c'est sûr que on vient changer beaucoup de perspectives. Donc, si l'homme est la valeur suprême, vous allez dans une société où plus ou moins les valeurs humanistes dominent. Si vous êtes dans une société où la valeur suprême, c'est la nature, qui est divinisée presque, eh bien là, c'est sûr que vous changez de régime, là. Vous pouvez changer de régime de paradigme intellectuel, mais aussi de régime politique possiblement, là. Donc, c'est un appel. Tu sais, le livre, c'est pour mettre en garde contre des dérives potentielles d'une idéologie qui, comme d'autres, a une tentation totalitaire, hein. C'est pas la première. Il n'y a pas de bon totalitarisme, hein. Donc, on ne peut pas dire, oh, mais on le fait pour l'environnement, donc c'est correct qu'on brime les libertés pour ça. Non, il n'y a pas de bon totalitarisme. Tous les totalitarismes pensent qu'ils ont la valeur suprême, qui est la meilleure valeur, que ce soit l'égalité. Regardez le communisme, on ne peut pas dire que l'égalité n'était pas une belle valeur. Personne n'est contre l'égalité, sauf que dans le concret, on a vu ce que ça a fait le communisme, là, vous comprenez? Pour l'écologisme, ça va être la même chose. Donc, on peut bien dire que la nature, c'est une belle valeur, mais comment on la valorise, comment on la protège, comment on le protège, l'environnement. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire, moi, je suis évidemment pas pour la destruction de l'environnement. Ça, c'est ridicule, là, ces accusations-là, s'il y en a. Je suis pour une société verdoyante, là, avec des arbres. Bon, j'aime les quartiers avec des arbres, etc. Là, tu sais, personne n'est pour le béton. En tout cas, j'espère que non. Mais il faut trouver un équilibre. Il faut trouver une manière de
de respecter notre milieu tout en respectant l'homme et son épanouissement, sa vocation aussi à être hors de la nature d'une certaine façon, dans la nature, mais aussi hors de la nature, sans tomber dans le transhumanisme. Hein. Encore là, il y a un équilibre dans le religieux. Le religieux peut nous aider aussi à contrer, par exemple, le sanitarisme, qui est une idéologie prométhéenne qui est son côté irrationnel aussi, dans la mesure où, encore là, c'est la préservation, là, c'est la santé qui est la valeur suprême dans le sanitarisme, vous voyez? Donc c'est plus nécessairement l'homme, c'est la santé de l'homme, mais enfin, c'est une espèce de détournement. Enfin, vous voyez, à chaque fois qu'on sacralise une valeur, qu'on en fait le principe absolu, il faut sacrifier tout le reste au nom de cette valeur-là, que ce soit l'égalité, la nature ou la santé publique, eh bien, vous vous retrouvez dans un modèle autoritaire, voire totalitaire, et à ce moment-là, il faut avertir les gens que ça peut être très dangereux. Alors, on va parler des différents chapitres pour illustrer votre réflexion, parce que là, on était encore dans l'introduction, mais c'est des valeurs, des analyses qu'on retrouve dans chaque chapitre. Hein. Parce que vous dites que il y a eu la science, la recherche du confort matériel, le dépassement infini de la technologie, qui ont été des valeurs importantes. Et vous faites intéressant aussi une analyse sur la temporalité. Il s'agit de procéder au remplacement de la conception linéaire judéo-chrétienne du temps par la conception circulaire orientale de la temporalité. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a aussi une notion d'enrichissement mutuel. C'est-à-dire que si peut-être il y a eu un excès dans l'évolution occidentale vers une conception linéaire judéo-chrétienne, peut-être que la conception circulaire orientale peut compenser ou enrichir aussi, donc, avec ces deux notions que vous dites, deux grands mouvements écologistes. Le premier est anthropocentriste et mouvement écocentriste, d'ailleurs un développement de la nature en tant que tel. Et ça, c'est le côté danger qu'on peut retrouver. Alors, vous parlez d'un impact, par exemple, sur le clivage gauche-droite. C'est un mouvement anti-humaniste, mais ça a des répercussions sur le mouvement politique. Je compare un peu avec l'affaire Dreyfus au XIXe siècle, qui a marqué le XXe siècle pour partager un peu les courants politiques droite-gauche. Mais on sait que cette notion de droite-gauche était surtout associée, je fais référence par exemple aux écrits sur l'histoire des droites, à la position par rapport au roi, donc, qui était un système monarchiste. Donc on était à droite du roi ou à gauche. Mais ça avait un impact aussi. Nathalie Graby-Lévy avait fait une chronique là-dessus dans le Journal de Montréal, en parlant de rapport à l'État et de l'intervention plus ou moins importante de l'État dans la vie des gens. Donc on est plus intervention d'État ou moins d'intervention d'État. Mais je trouve là vous avez une réflexion intéressante aussi sur cet anti-humanisme qui se développe dans les différents excès, sur l'impact, sur le clivage gauche-droite. Et c'est là que vous avez un chapitre complet sur l'analyse de le nazisme et l'écologie radicale, une étrange concordance. Oui, en ce qui concerne le temps cyclique, le temps linéaire que vous avez évoqué, donc c'est deux notions qui me permettent qui reviennent souvent dans l'ouvrage et qui me permettent de penser l'écologisme et de savoir c'est quoi le projet derrière ça. Donc, toute la conception moderne de la société et la technologie est basée sur une vision linéaire du temps, c'est-à-dire il y a un temps, il y a un point A et un point B, puis là, plus tard, avec l'évolutionnisme et Darwin, on va passer à un temps plutôt évolutif, donc la courbe monte. Donc, il y a le temps circulaire, ce qui est le temps des anciens, celui des paganismes, des autres religions, ne sont pas monothéistes. Ensuite, vous avez la conception linéaire qui va être introduite par le christianisme, en fait le judaïsme, qui va être reprise par l'islam. Et ensuite, vous avez la conception progressive qui est celle vraiment de la science, on peut dire. Donc, c'est sûr que les écologistes radicaux sont conscients que cette vision du temps où on progresse toujours, on avance vers un point et donc vers un autre horizon. Donc, c'est cette vision-là de l'homme qui mène à la crise écologique parce que c'est cette vision-là qui nous dit, bon, ben, l'homme, c'est le progrès finalement. Donc, on progresse, on développe, on crée des nouvelles technologies, donc ça nous permet de nous projeter dans l'avenir. Donc, c'est sûr que cette vision-là, c'est pas la vision des écologistes qui veulent revenir à prier les éléments naturels. Donc, eux,
Les écologistes radicaux, eux, préfèrent la vision circulaire, cyclique du temps. Donc, à l'image des écosystèmes, donc c'est un peu comme la condensation, là, il y a un cycle, comme le recyclage. Donc, on insiste beaucoup sur l'idée de cycle, mais cette idée de cycle-là nécessite la décroissance. Donc, parce que la croissance est basée sur la vision du temps évolutive, d'abord linéaire et ensuite évolutive. Donc, c'est sûr qu'eux, ils veulent rompre avec cette conception-là, la croissance, qui est une courbe comme des placements qui montent. Donc, eux, ils veulent aplatir ça pour venir à un cycle. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Tu sais, j'ai pas toutes les réponses non plus. Mais c'est sûr que, par exemple, dans le tiers-monde, la décroissance économique, c'est quelque chose qui serait absolument catastrophique, là, qui pourrait mener à des guerres civiles assez rapidement, là. Donc, décroître l'économie mondiale, si c'est vraiment c'est nécessaire pour sauver le climat, en tout cas la nature, il faut savoir ce qu'on fait, là. Tu sais, moi, je lance des avertissements. Donc, si vous voulez décroître l'économie, revenir à un temps cyclique, bonne chance dans le tiers-monde pour avoir des sociétés stables. Bonne chance aussi pour des sociétés stables, même en Occident, qui peut s'appauvrir. Et qu'est-ce que ça va donner? Juste la hausse des taux d'hypothèque au Canada, on va voir ce que ça va donner. Les médias préfèrent nous parler de météo pendant que les gens vont perdre leur maison. Donc, on présente maintenant dans les médias québécois, la dernière heure, c'est des trucs météo. Donc là, il neige aujourd'hui à Montréal, apparemment. Apparemment, c'est l'urgence climatique, là. On va dire vraiment un délire complet, là. Euh, Bref, c'est ça. Donc, le temps cyclique, ça veut dire la décroissance. Puis la décroissance, ça veut dire peut-être beaucoup d'instabilité politique. Ça veut dire peut-être de l'appauvrissement des populations. Ça peut donc parce que les sociétés stables ont besoin d'argent, hein. On remarque plus une société est riche, en général, plus elle est stable. Donc, quand la société va être moins riche, on va voir ce que ça va donner. Alors, vous continuez votre réflexion donc, sur le chapitre sur le nazisme et l'écologie. Vous dites que le nazisme fut surtout une tentative de réenchantement du monde. Et vous parlez d'un livre très intéressant que je ne connaissais pas, Robert Apois, La religion de la nature et le national-socialisme, audition du CERF, que je vous conseille. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, mais dans le chapitre 3 et 4, vous parlez de l'écoféminisme, la fin de la pilule contraceptive. Mais quand même, c'est une réflexion importante. Et le millénarisme antichrétien, donc ça, on l'a compris, on vient d'en parler, donc sur cette volonté de revenir avant cette période de christianisation et judéo-christianisation. Vous parlez aussi dans le chapitre 5 de la biodiversité au multiculturalisme. On est en plein COP 15, vraiment, et vous avez écrit ça en 2015, donc on est en plein à ça. Mais il y a aussi l'interprétation de l'histoire. Et là, je voulais m'arrêter parce que, bon, je suis en train de faire une maîtrise en bibliothéconomie et je peux vous assurer que le discours qu'on appelle de décolonisation est partout. Même dans les bibliothèques où on demande, on a eu une intervention d'une spécialiste qui n'était même pas amérindienne elle-même, où on parle disons de décoloniser même la façon d'aborder les sciences en bibliothéconomie. Je rappelle que c'est la science du livre, de la bibliothèque, de l'imprimé, de la civilisation d'imprimé qui est en train d'être remplacée ou complétée par la civilisation numérique. Mais quelle est la limite de cette réflexion? Est-ce qu'on va demander aux Québécois de déménager? Est-ce qu'on va demander à Champlain de revenir sur le drapeau qu'il a planté quand il est arrivé en 1608? Et puis il y a eu un métissage de la population. On sait bien que 95% des Québécois ont des liens biologiques avec les Indiens. Il y a eu Champlain dans son livre, on le voit bien, valoriser le mariage mixte, l'intégration par le mariage, alors que les Anglais étaient plutôt, comme en Inde, une logique de caste. Donc là, ça m'intéresse l'interprétation de l'histoire. Quelles sont les limites de cette volonté de constamment, ça revient constamment, de décoloniser la réflexion, quoi, en fait. Mais ça, la décolonisation, c'est un mythe, c'est une utopie, ça ne pourra jamais arriver. On ne peut pas décoloniser la science, sinon il faudra abolir la science. Donc, oubliez ça. Ça, c'est ça, ça gravite autour de l'écologisme. Donc, comme je vous disais, pour décoloniser, c'est désoccidentaliser, hein. Vraiment, c'est la même chose. Euh, et dans le cas des Amériques, ça m'intéresse beaucoup. J'en ai parlé dans plusieurs articles. Puis moi qui suis au Mexique, puis je me suis beaucoup intéressé, tu sais, à tout ce qui est les Amériques, hors des États-Unis puis du Canada.
Puis effectivement, les sociétés américaines sont fondées sur le métissage en grande partie, beaucoup plus les sociétés latino-américaines que la société états-unienne. Hein, les Anglais qui ont préféré un modèle plus de ségrégation plutôt que de métissage et de mélange. Bon, les Espagnols, évidemment, ont été quand même très, très violents durant la conquête de l'Amérique précolombienne. Mais on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que non seulement les Blancs, on les appelle comme ça, devraient retourner en Europe, dans le pays de leurs ancêtres, mais aussi les Noirs. C'est-à-dire que s'il y a des Noirs à Cuba, s'il y a des Noirs en Colombie, au Brésil, ils sont venus grâce à la colonisation quand même. Donc, c'est pas juste les Blancs qui devraient retourner, c'est eux aussi les Noirs. Donc, vous imaginez à quel point c'est n'importe quoi la décolonisation, là. Puis, comme vous le dites, il y a eu beaucoup de métissage. Donc, si vous avez votre mère est noire, votre père est blanc, est-ce que vous retournez en Europe ou est-ce que vous retournez en Afrique? C'est vraiment n'importe quoi, là. En même temps, ils vont dire que là, on fabule, puis qu'on va trop loin, puis c'est pas exactement ce qu'ils veulent dire, les colonialistes, mais si on pousse la logique au bout de la logique, on voit bien que la décolonisation de l'Amérique, ça voudrait dire abandonner les Amériques. Donc, c'est complètement ridicule. Là, c'est vraiment complètement ridicule. Euh, revaloriser les autres cultures, parfaitement d'accord, mais la décolonisation des Amériques, c'est une utopie, là. Ça n'arrivera jamais. C'est impossible. On ne peut pas se démêler. C'est comme remettre la pâte à dents dans le tube, là. Vous comprenez, ça n'arrivera jamais. Je comprends pas que les universités et tout ça continuent sur cette lancée-là. Parce qu'on peut valoriser les Autochtones sans prôner non, la décolonisation utopique des Amériques. Il y aurait un équilibre à atteindre, mais on n'est pas capable manifestement de l'atteindre. Mais ça illustre bien aussi l'incident qu'il y a eu à l'université d'Ottawa quand une femme, une professeure avait utilisé le mot nègre pour simplement dans un cours où parler de l'esclavagisme noir. Effectivement, il y a eu près de 20 millions de Noirs africains qui ont été mis en esclaves par les musulmans. Donc on parle bien sûr, il faut dénoncer tous les esclavagismes, mais on oublie quand même qu'il y a eu plusieurs formes d'esclavagisme, par exemple. Mais il y a aussi cet excès on retrouve ça dans La Fontaine, les droits des animaux entre marxisme et réenchantement, vous dites. C'est vrai qu'il y a un retour à cet imaginaire où, à l'époque du Moyen-Âge, par exemple, on avait des procès contre le cochon ou contre l'animal domestique de la ferme. Enfin, il y a une sorte de personnalisation aussi, comme si on transmettait à la nature une sorte de conscience qui est quand même excessive, quoi. Oui, oui, oui. Puis ben, tout ça, il y a aussi, c'est ça, le courant pour les droits des animaux, avec tout le véganisme. Donc, la viande est devenue une sorte de nouveau péché. Donc, on crée des nouveaux interdits alimentaires. Puis les interdits alimentaires, s'il y a quelque chose de religieux, c'est bien ça, là. Les religions se démarquent par leurs interdits alimentaires. Dans le christianisme, c'est peut-être une des religions où il y a le moins d'interdits alimentaires. Mais l'islam, bon, évidemment, le porc, puis en Inde, il y a la vache, puis bon, enfin. Donc, c'est pour ça, tout ça pour dire qu'on est vraiment dans un renouveau du religieux. Il y a une sorte de puritanisme aussi au travers de ça. C'est-à-dire la viande est devenue une sorte de... La viande, c'est la chair, hein. La carne, c'est en espagnol, c'est à la fois la chair et la viande. C'est la même chose. Donc, la carne, donc c'est comme si on avait créé une sorte de pornographie de la viande et qu'on voulait, on prend une sorte d'ascétisme, on cherche à se purifier à travers de nouveaux régimes alimentaires qui sont pas nécessairement plus sains donc, c'est tout ce que les régimes détox, donc les gens qui se font croire qu'ils sont purs parce qu'ils mangent pas de viande ou parce qu'ils boivent des jus très spéciaux le matin. Vert n'est pas toujours très bon. Donc, on est dans des espèces de nouveaux rituels de purification un peu bidons. Bon, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, évidemment, là, mais on est quand même dans cet esprit-là, une sorte de volonté de purification à travers des nouveaux régimes alimentaires, à travers des nouveaux interdits alimentaires. Donc, une sorte de nouveau puritanisme, donc les excès de la viande, les excès de la chair, donc c'est péché. La viande, c'est la chair, c'est la viande. Euh, donc, ça, c'est une espèce c'est ça, de nouveau puritanisme. Chapitre 8, vous parlez de Al Gore et la crise de l'environnement. Je trouve ça intéressant parce qu'on en a parlé justement avec le manuel de résistance au fascisme et l'extrême gauche avec Gilles William Goldenhead. Dans le livre de Christian Gélin, Ils feront de bon français, on apprenait que
Mitterrand avec le mouvement SOS Racisme, auquel d'ailleurs j'ai appartenu les 2-3 premières années moi-même. J'avais la main sur le quota, puis j'étais dans les concerts de la place de Paris, là où il y avait 3-4 concerts. Mais on apprend qu'il y a une manipulation de la part de Mitterrand et d'Harlem Désir, donc créé dans son bureau politique un mouvement qui va utiliser le racisme pour manipuler, et créer le phénomène du Front National qui a été utilisé, etc., comme le Parti communiste. Donc une intelligence politique. Là, on sent avec Al Gore, est-ce que les démocrates n'ont pas fait un peu la même chose avec l'environnement pour utiliser cette idéologie pour arriver à leur fin, c'est-à-dire arriver au pouvoir? Ça, je ne sais pas. Honnêtement, je me suis pas. Je parle d'Al Gore C'est parce quand qu'Al même. Gore a été dans les premiers écologistes à prophétiser la fin du monde. Puis il s'est trompé parce que dans son livre Urgence planétaire, Al Gore donne des prédictions, puis on serait tous morts déjà. Donc, on voit que les écologistes se trompent assez souvent dans leurs prédictions apocalyptiques. Encore là, c'est pas pour on veut pas détruire la Terre, on veut pas, c'est pas ça, mais la fin du monde, c'est très relatif. Le cosmos, c'est quelque chose de très grand qui nous dépasse de beaucoup. Donc, c'est sûr que à quel point l'homme est capable lui-même de redresser la barre. Tu sais, il y a un mythe aussi du surhomme, l'homme qui peut quand même contrôler tous les paramètres de l'environnement et de l'environnement cosmique aussi. C'est-à-dire que s'il y a une comète qui décide de frapper la Terre ce soir, Al Gore, puis les tramways à Québec ne vont pas changer grand-chose à cette réalité-là. Donc, il ne faut pas non plus imaginer que l'humain contrôle tous les paramètres de la Terre. C'est clair que non. Donc, c'est sûr que sans être dans un discours climato-sceptique, comme ils disent, il y a forcément des changements climatiques, mais à quel point l'homme est capable d'infléchir la courbe, d'aplatir la courbe du climat, dans le fond, pour reprendre une métaphore propre à la pandémie. Je ne veux pas être défaitiste, là, mais c'est sûr que moi, je prends plutôt une adaptation. Là. Je pense que l'homme doit s'adapter aux changements climatiques. Contrer les changements climatiques, je pense que ça va être quand même assez difficile. Oui, Mais parce que vous constatez à juste titre, on le fait dans les chroniques de Rénal de Berger, c'est que le climat est une notion non pas nationale ou universelle, mais une notion régionale, locale, et que, disons, la norme, c'est le changement, l'évolution sur plusieurs siècles. Alors, vous continuez votre réflexion parce que, quand même, on reconnaît qu'Al Gore a été un phénomène important du point de vue de l'environnement, avec son documentaire, enfin, toute une littérature. Il a été à l'origine d'un mouvement important, vous dites, autour de la crise de l'environnement. Mais vous dites aussi que les nouveaux visages de l'orientalisme. Alors, quand j'ai travaillé sur l'islam à l'UQAM pour faire ma maîtrise, là, il y avait beaucoup de livres ou d'articles qui partaient justement, qui paraissaient sur l'orientalisme. Alors, on voit bien dans le courant de la peinture au 18e, 19e, on voit bien que l'orientalisme a toujours inspiré l'Occident. Alors, comment vous expliquez ces nouveaux visages de l'orientalisme? C'est-à-dire qu'on est revenu, on a une nouvelle lecture de l'Orient peut-être? comme je disais tantôt, si la crise est occidentale, il faut aller ailleurs, chercher la solution. Donc, oui, la fascination pour l'Orient, l'Asie, provient d'une sorte de malaise par rapport à notre propre identité occidentale. Et donc, c'est ça, l'orientalisme moderne, contemporain, c'est la redécouverte encore des autres civilisations. Donc, ça se traduit par la nourriture, toute la cuisine, les gens qui vont manger japonais constamment. J'ai rien contre les gens qui vont manger japonais, mais vous comprenez, il y a comme un amour de l'autre qui se nourrit d'une haine de nous-mêmes. Tout à fait intéressant, oui. Oui, tout à fait. Non, non, c'est ça qui émerge de votre réflexion, c'est de cette haine de soi-même. Alors, le côté positif, c'est qu'on reproche toujours aux Américains de ne parler qu'anglais et qu'ils connaissent très mal le monde, mais en même temps, c'est l'Amérique monde. Donc, c'est ce paradoxe, c'est que l'Occident s'est fait aussi de cette diversité, de ce pluralisme, Mhm. qui est la norme en fait. Enfin, on essaye. Mais en même temps, vous dites qu'il y a donc. Alors, ça a un impact aussi à des valeurs de ce que vous appelez le développement durable, le défi de la conciliation.
Alors, pouvez-vous Alors, on va recevoir un mouvement au Québec là, qui fait des actions d'aide au développement, mais c'est une notion qu'on utilise beaucoup dans l'économie, dans la façon de travailler, le développement durable. Ça revient souvent. Alors, pourquoi cette notion est importante dans l'idéologie écologique? Ben, le développement durable, j'explique, c'est comme une synthèse entre un écologisme plus radical et un écologisme plus capitaliste. Donc, certains pensent que les technologies vertes, c'est une arnaque. À quel point c'est vrai, je ne sais pas. Mais il y a quand même un écologisme qui essaierait quand même de concilier l'économie, la croissance économique avec l'environnement. Donc, c'est un peu la tendance Tesla, donc les technologies vertes. Est-ce qu'on est capable, en développant encore autre chose, mais en développant des choses moins polluantes, en continuant sur une lancée de croissance, est-ce qu'on est capable de faire les deux? C'est-à-dire développer économiquement tout en étant respectueux de l'environnement. Le développement durable, c'est un peu ça. Donc, il prône quelque chose de cyclique, mais à la fois quelque chose d'assez linéaire. Donc, c'est comme le développement. Le développement, c'est comme une croissance décroissante. Tu sais, c'est une espèce de contradiction, mais comment dire? Le développement durable, c'est une espèce c'est ça, de milieu d'entre-deux, entre un écologisme plus radical, plus retour à la terre, et un écologisme plus techno. Donc, Que moi, ça je va suis. aussi dans la logique de remplacement du pétrole par Uh-huh. une C'est sûr énergie que verte, comme si on est plus libéral économiquement, évidemment, on va être plus développement durable, sinon on va être plus anti-développement. Mais tout ça se côtoie. On ne peut pas séparer le développement durable de la COP 15 et d'autres groupes plus radicaux. Tous ces gens-là communiquent. Tout ça est très poreux. la remise en cause aussi du nucléaire en France, là, par exemple, il y a un exemple 50, alors que ça paraît être la moins polluante, et puis que s'il y a des problèmes de gestion des déchets, on peut trouver des solutions. Mais en tout cas, je trouve que ça illustre bien votre propos là-dessus. Alors, vous concluez, bien sûr, parce que malheureusement, faut quand même conclure. Mais là, c'est important parce que j'en parle souvent, c'est la théorie de Gramsci. Vous savez, l'œuvre de Gramsci qui parle de noyautage des différents secteurs de la société. Alors, ça peut être conscient ou inconscient, mais là, on parle par exemple, disons, des médias, de l'éducation, et en particulier des différentes industries médiatiques. Et vous illustrez votre propos par le film Avatar et le réenchantement du monde. Des créatures bleues rappelant la mythologie hindouiste, là où on voit bien sûr l'émergence le rapport à l'Orient, là. Décors forestiers, enchanteurs, apparition d'énergie vitale, fluorescente, intégrer un écosystème paradisiaque, critique du capitalisme et de l'impérialisme. On retrouve ça d'ailleurs dans l'œuvre de Tolkien sur Le Seigneur des Anneaux. On voit cette critique, on le voit quand dans Mordor, il y a tout cet aspect industriel. Oui, oui, tout à fait. Donc on retrouve un peu cette dichotomie. Le mythe du bon. Alors là, c'est vraiment l'illustration par le film, par une œuvre cinématographique, de cette ambiance, disons, qui existe et que vous dénoncez, ou en tout cas vous analysez plutôt. Et vous dites que ça traduit bien l'esprit ésotérique de ce film, mais vous poursuivez, parce que c'est toute la conclusion, que l'industrie du film, donc, a eu quand même. Ça exprime, je dirais que c'est le miroir de la société. Est-ce que vous croyez que cette théorie de Gramsci, c'est-à-dire ce noyautage, ils ont gagné, ou est-ce qu'au contraire, c'est simplement l'illustration de ce qu'est la société actuellement, quoi? Ben oui, parce que même le capitalisme est capable de s'emparer de la critique du capitalisme. C'est assez incroyable. D'ailleurs, Avatar a une nouvelle version, là, une nouvelle épisode, deuxième, en tout cas, la suite d'Avatar. Il y a un Avatar 2 qui vient de sortir, là. Je vois les grandes affiches à Mexico. J'imagine que ça sort au Canada en ce moment aussi. OK, c'est ça. Ici, je pense que Ouais, c'est c'est sorti. Ouais. autour du 20 novembre, du 20 décembre. Ouais. C'est ça. Donc, ben c'est ça. Avatar me sert à illustrer mon propos.
pour montrer que tout ce que je raconte, évidemment, c'est assez concret, là. C'est des séries, ce sont des longs métrages. C'est récupéré par les créateurs, par les producteurs, les diffuseurs, par Netflix, par Amazon, par Disney. Donc, tout ce que je raconte on baigne dedans, là. C'est pas du vent, là. C'est très concret. Donc, au jour le jour, les gens s'en rendent pas compte, mais sont exposés à ces idéologies, à cet imaginaire qui nous propose finalement de dénigrer nos propres origines occidentales pour nous ouvrir encore une fois à autre chose. C'est Avec intéressant parce qu'on la concorde. on reprochait avant à l'industrie hollywoodienne de diffuser la pensée occidentale à travers le monde. Et là, on voit effectivement, vous avez raison sur l'intelligence du capitalisme, d'ailleurs, le mécanisme de récupération. Enfin, en fait, Pour récupération. l'utilisation, enfin, l'écologie devient une matière à faire de l'argent, quoi. Et donc, si on peut reprocher à l'Occident d'utiliser l'industrie cinématographique pour diffuser ses valeurs, mais ça aussi peut diffuser aussi d'autres valeurs qui sont paradoxalement anti-occidentales. Exactement. C'est très paradoxal, mais c'est très habile aussi. Alors, vous dites que ça illustre bien. Bon, Avatar est représentatif d'une tentative de réenchantement. Il dépeint également un sentiment anti-impérialiste. Le cinéma sert ici de toile de fond à la projection d'un imaginaire au sein duquel le blanc a colonisé, pillé, détruit les écosystèmes et contaminé les peuples étrangers en leur transmettant par la force ses idéaux. Le caractère orientaliste de l'imaginaire artistique actuel est d'ailleurs présent à divers endroits. Alors là, c'est là que bon, là justement l'univers environnemental, c'est plus la Terre, ça va être dans le deuxième épisode, là, la mer, l'eau, donc qui est 70% de la planète. Donc on voit bien qu'ils essayent disons de toucher différents secteurs de l'environnement. Mais alors, pour conclure, vous dites que dans l'analyse des journalistes, vous dites que c'est basé sur les principes de la réincarnation. Donc là, on voit bien qu'il y a une influence très claire des valeurs du bouddhisme, par exemple. Alors, dans l'incarnation chrétienne, c'est plutôt une libération, alors que la réincarnation, on l'oublie souvent, est une punition parce qu'on n'arrive pas Ouais, ouais. disons, à se libérer. Ça me semble. Et donc, on passe par des sites de réincarnation infinis, là. Mais vous expliquez bien l'influence, autrement dit, sur la transmigration des âmes. Le scénario est inspiré de la spiritualité hindouiste ou bouddhiste, ce qu'ont souligné moins de journalistes. S'il n'est aucunement question d'anticolonialisme et de préservation de l'environnement dans ce dernier long métrage, c'est toujours la recherche d'un sens à la vie extérieure à notre propre système de croyances qui est présente. Le retour du bon sauvage devient la clé du voûte de notre désillusion collective. C'est pour ça que j'ai voulu conclure là-dessus, parce que j'ai commencé avec ça, et je trouve que vous avez su très bien illustrer ce doute, cette manque de confiance en soi-même, cette haine de soi-même, parce qu'il faut dire les choses, à travers d'ailleurs qui se traduit par de la politique au niveau américain. Par exemple, on l'a vu entre, disons, les démocrates et les républicains, surtout le courant Trump, qui est plutôt, comme disait Reagan, redevenir grand, voilà, alors qu'on est plutôt dans une autre philosophie en approchant les courants, disons, démocrates. Alors, je voudrais vous laisser le mot de conclusion par rapport à cette notion d'extériorité, qui est d'ailleurs une philosophie humaniste qu'on retrouve souvent dans les pratiques, par exemple, moi je vois mes enfants pratiquent le taekwondo, mais les principes de sport de combat où on essaye de valoriser la spiritualité personnelle, le développement individuel, mais en disant trouvez en vous-même des solutions, trouvez en vous-même, disons, le courage, enfin toutes ces valeurs qui sont essentielles au courant humaniste individuel. Et là, vous dites, il y a une recherche plutôt extérieure, et c'est quand même, ça prouve un mal-être essentiel. C'est ça. Ben écoute, moi, je pense que les Occidentaux aient quand même intérêt à se retourner, à se tourner de nouveau vers leur propre tradition. S'ils se sentent vraiment en état de malaise civilisationnel, là, comment dire, évidemment qu'il y a un malaise sociétal très fort, en particulier au Québec, mais au lieu
d'essayer de fuir sa propre identité, vaut peut-être mieux pour ceux qui cherchent vraiment un sens à leur vie, là, vaut peut-être mieux se retourner vers les traditions occidentales comme le christianisme qu'essayer de jouer, de singer les hindouistes ou les Amérindiens. Il y a quelque chose d'un peu ridicule là-dedans. Et on parle d'appropriation culturelle d'ailleurs. Peut-être que les woke ont raison là-dessus. Mais vous comprenez, c'est-à-dire que s'il faut absolument chercher un autre sens à notre vie, parce qu'on vit une perte de sens, c'est ça. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux renouer avec nos racines réelles, entre guillemets, que c'est ça, chercher à jouer à l'autre, parce qu'on ne le saura jamais de toute façon. Donc, je pense que je conclurai sur cette idée-là. Oui, surtout que le passé est quand même très riche, hein. On peut retrouver Socrate, Platon, la philosophie, mais aussi l'humanisme chrétien avec saint Thomas d'Aquin, qui a permis quand même le développement d'une civilisation importante. Vous avez tout à fait raison. Je rappelle que nous étions avec Jérôme Blanchet-Gravel, Le retour du bon sauvage, la matrice religieuse de l'écologisme, aux éditions Boréal. Vraiment, je vous conseille ce livre. C'est un livre très riche en réflexion, mais aussi en exemples concrets, qui nous permettent de mettre en perspective notre propre existence, hein, parce que c'est important de gérer quand je demande à mes enfants d'aller vider les poubelles et de trier entre la poubelle verte et la poubelle noire. C'est des petits gestes concrets, mais c'est ça l'écologie. Mais l'écologie, c'est autre chose. C'est d'oublier que tout ça, c'est fait aussi pour que l'homme puisse exister avec la nature et non pas contre la nature. Donc voilà. Alors, je rappelle que vous avez été à l'origine d'un Québécois à Mexico, l'Harmattan, en 2021, que vous avez aussi, on en a parlé, publié un ouvrage intéressant avec Claude Simard sur la crise sanitaire et régime sanitariste 2 ans de Covid-19 aux éditions Libère en 2022. Donc, c'est comme ça qu'on... Hein. Et puis, vous aviez aussi un documentaire intéressant, mais je crois qu'on peut le trouver. Est-ce que vous avez un site internet à nous dire par rapport à votre support médiatique, le Libre Média? Je rappelle que je suis rédacteur en chef de Libre Média, qui est un nouveau média indépendant qui fait surtout dans la presse écrite. Donc, j'invite tout le monde à venir consulter notre site libremedia.com avec un trait d'union, libre-media.com. Venez consulter nos articles. Donc, on est un média indépendant. Et on est immunisé contre la censure et le politiquement correct. Donc, venez visiter notre site et si vous pouvez contribuer, c'est tant mieux parce que vous savez qu'on vit une époque où la liberté d'expression régresse constamment. Vous êtes bien placé pour savoir cette émission-là. Et je peux vous assurer que Lux Media a été pionnier dans le domaine depuis 2017 et qu'on comprend bien puisqu'on ne fonctionne que par des dons. Et donc, c'est important. Donc, si vous voulez soutenir... donc le Libre Média, je vous encourage à donner un peu, c'est la période des fêtes. Alors, joyeux Noël, longue vie, et puis au plaisir de vous retrouver. Je rappelle donc le livre Le retour du bon sauvage, la matrice religieuse de l'écologie, aux éditions Boréal. Voilà, merci beaucoup.